L'observation de la nature est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes et éveille en nous des émotions multiples. Elle peut nous exalter, nous apaiser ou consoler celui ou celle qui la contemple en reflétant sa personnalité ombrageuse ou tourmentée. À l'occasion de cette conférence, nous allons découvrir comment des artistes comme Friedrich ou Monet expriment leurs sensations et sentiments vis-à-vis de ces environnements naturels. Puis, après avoir décliné les rapports entretenus entre nature et architecture, avec des œuvres du Corbusier ou de James Turrell, nous allons finalement nous interroger sur la place de l'homme et de la femme dans la nature et être amenés à méditer sur notre devenir en nous appuyant sur des œuvres d'Olafur Eliasson ou de David Bowen. Devant nous, au premier plan, un homme de dos, au sommet d'un éperon rocheux, appuyé sur une canne, regarde en face de lui une étendue de nuages d'où émergent d'autres récifs montagneux. C'est très romantique. En effet, ce voyageur debout, un pied en avant, les cheveux au vent, marque à la fois le dynamisme de ce globe-trotteur en redingote et la position du contemplateur absorbé par ce lieu absolument magnifique. Associée à la solitude, l'observation de la nature sert d'échappatoire lyrique aux peintres romantiques qui veulent fuir les turbulences de la société et se retrouver face à eux-mêmes. Le procédé pictural mis en place ici par Friedrich est double. Il permet de voir le personnage de dos, mais permet surtout au spectateur de voir ce que voit ce voyageur. Le spectateur peut ainsi s'identifier totalement à lui, se projeter à la place et contempler avec lui le paysage qui s'offre à lui. Nous sommes donc invités à nous arrêter avec ce promeneur, à rêver avec lui, face à ce paysage vaporeux, à nous interroger sur notre rapport au monde et à essayer d'en comprendre le sens. Ici, ce moment de solitude renvoie aussi à la petitesse de l'homme face à l'immensité d'une nature imposante, impressionnante, presque effrayante, car encore sauvage et indomptable. Mais ça, c'était le XIXe siècle. Plongeons maintenant au XXe siècle. Précisément le 27 janvier 1912, lorsqu'Henri Matisse débarque à Tanger, au Maroc. Il s'installe à l'hôtel Villa de France, dans cette chambre numéro 35, qui a une vue magnifique sur la Casbah et la baie de Tanger. En raison de fortes pluies, il y est cloîtré pendant 1 mois, et de fait, transforme cette chambre en atelier. Dans cette peinture, que l'on pourrait qualifier d'œuvre de confinement, Matisse nous montre ce qu'il voyait depuis sa fenêtre. L'église anglicane Saint-Andrew, de style andalou avec son clocher en forme de minaret et ses tuiles vernissées vertes. À l'arrière-plan, la vieille médina tangéroise dominée par 2 minarets. Et sur le rebord de la fenêtre, 2 vaseux de fleurs participent au jalonnement de l'espace pictural. Cette œuvre est l'occasion pour Matisse de se démarquer de la pratique des peintres dits orientalistes qui fondaient leurs œuvres sur le pittoresque, avec leurs scènes de mœurs, leurs décors exotiques et autres objets décoratifs. Ce tableau traite de 2 sujets mixtes simultanément. Un intérieur avec une vue sur le monde extérieur, aperçu depuis la fenêtre, et un paysage associé à une nature morte. L'unité est obtenue par le recours à ce que l'on pourrait appeler l'emploi égaliseur d'une couleur, ici le bleu. Les préoccupations picturales de Matisse étaient alors purement esthétiques. Grâce à un Anglais qui lui permet d'accéder à sa villa,
Matisse reprend contact avec la nature. Après un mois de confinement dans sa chambre d'hôtel, la végétation tangéroise lui expose en plein visage. Il y découvre de grands arbres élancés et surtout des belles plantes vertes luxuriantes qu'il peint avec frénésie. Découvertes dans le nord Maroc, ces feuilles d'acanthe resteront par la suite un motif artistique emblématique de l'œuvre de Matisse. Durant ces 2 séjours tangérois, l'artiste de 44 ans n'a de cesse d'être à la recherche de lui-même. Cette œuvre est le symbole de cette angoisse artistique qui l'animait à son arrivée à Tanger, puis de son apaisement lorsqu'il y retournera une seconde fois et qu'il confrontera cette peinture de paysage, à savoir acanthe paysage marocain Tanger, qu'il confrontera cette peinture de paysage à la nature réelle, qui s'avère finalement bien plus fade que celle qu'il a su capter la première fois, exaltée par son déconfinement. Depuis la création de la photographie au XIXe siècle, les peintres se détachent de la représentation réaliste du sujet traité. Pour les impressionnistes, le paysage et les phénomènes naturels deviennent désormais l'objet d'une interprétation libre, émotionnelle et sensorielle de la réalité observée. Claude Monet représente ici l'étang de sa maison de Giverny en Normandie. Mais pour bien comprendre le motif de cette peinture, il faut la replacer à l'horizontale. Sur la surface de l'étang, on y aperçoit des nénuphars jaunes qui barbotent dans l'eau et dont certains sont en fleurs, le reflet des sols pleureurs plantés tout autour de l'étang dans les tons vert rougeoyant, et le ciel qui vient se refléter dans l'eau dans des tons bleu-violet. À l'aide d'une touche nerveuse et d'une facture rapide, l'artiste capte librement un paysage naturel à un moment donné et selon sa propre émotion. La palette chromatique de Monet est certes personnelle, mais elle vient jouer avec les lois du contraste simultané des couleurs. Cette œuvre est à replacer dans un cycle plus large, celui des nymphéas, qui occupe Claude Monet de la fin des années 1890 à sa mort en 1926 à l'âge de 86 ans. Cette grande décoration est le fruit de 30 années de recherche, d'expérimentation et de réflexion picturale, se présente sous la forme de 8 compositions de largeur différentes mais d'une hauteur identique, à savoir 1,97 m. Sur une centaine de mètres linéaires, Monet a de quoi déployer différents paysages d'eau, jalonnés de nymphéas, d'arbres, de nuages et de reflets, captés à des moments différents de la journée, du lever du soleil à la tombée de la nuit, et selon différentes palettes chromatiques. Les nymphéas prennent leur forme définitive dans le dispositif architectural de l'orangerie. Une frise panoramique qui se déploie presque sans rupture à 360 degrés et englobe le spectateur dans 2 salles en forme d'ellipse. Nous sommes, comme ici, immergés en pleine nature, dans un continuum espace-temps, avec ses levées de soleil à l'est et ses crépuscules à l'ouest, sans oublier sa lumière du jour. En inondant l'espace par beau temps ou au contraire se faisant plus discrète lorsqu'elle est voilée par des nuages, la lumière zénithale, mise en scène par Monet, permet de faire vibrer la peinture au gré du temps, comme dans la réalité. L'artiste a donc réussi à recréer un environnement naturel dans un espace clos et fermé, qui nous plonge dans une nature par procuration à l'aide de la peinture.
Dans les mêmes années, les réflexions du Corbusier sur la dialectique nature et architecture est inversée par rapport à celle de Monet. L'espace domestique intérieur est imaginé pour se sentir visuellement proche d'une nature extérieure réelle. Selon les 5 points de l'architecture moderne, conçus par ce célèbre architecte, et grâce à la création du toit-terrasse, les jardins suspendus et les solariums font maintenant leur apparition dans les maisons. Les façades libres et les fenêtres en bandeaux permettent d'avoir une vision panoramique sur une nature extérieure. La porosité entre espace clos et espace fermé change notre rapport à notre environnement direct et l'homme se connecte réellement à la nature. Chez James Turrell, la connexion à la nature se focalise sur le ciel, par le biais d'espaces architecturaux qu'il nomme des sky spaces. Ces environnements perceptuels se présentent sous la forme de pièces peintes d'une couleur neutre avec un trou dans son plafond. À l'intérieur, les spectateurs s'assoient sur des bancs disposés le long des murs afin d'observer le ciel à travers ce cadre. Des lumières entourent l'ouverture et peuvent changer de couleur afin d'altérer la perception du spectateur. Sachant que Turrell vient d'une famille de confession anglicane des Quakers, ses œuvres prennent une dimension plus spirituelle. Avec les moyens artistiques et technologiques du XXe siècle, la tentation était grande de faire ressentir physiquement un phénomène naturel. Les œuvres d'Anne-Veronica Janssen créent des expériences physiques et sensorielles à l'aide du brouillard, de la lumière et de la couleur. Pour cela, l'artiste invite les spectateurs à rentrer dans des espaces clos remplis d'un brouillard artificiel et coloré. Le brouillard est un moyen de donner une forme sculpturale à la lumière. En confrontant le spectateur à ces environnements vaporeux, impalpables et immersifs, l'artiste explore la relation du corps à l'espace architectural. Dans ce brouillard, la sensation de flottement et de perte de repère y est totale. En s'y promenant et en s'y perdant, le visiteur est confronté à sa propre intériorité et à sa solitude. Pour en sortir, il doit faire appel à d'autres réflexes, son ouïe, son toucher, de sorte que l'expérience artistique et la perception d'un aspect de la nature en soient renouvelées à chaque fois et pour chacun. Dans ce projet artistique monumental, Olafur Eliasson prend le sujet de la météo, qui est un sujet omniprésent dans les conversations des Anglais, comme base de départ pour explorer les mécanismes de la perception que nous avons de la nature. Dans la halle des turbines de la Tate moderne de Londres, l'artiste a suspendu un demi-disque d'une quinzaine de mètres de diamètre, illuminé par une grande quantité de lampes qui irradient une lumière suffisante pour éclairer tout l'espace de la halle des turbines. Le plafond de ce lieu a été entièrement recouvert de miroirs et une brume créée par une fumée légère est diffusée dans l'espace, donnant une certaine irréalité à l'ensemble. Olafur Eliasson recompose ici un élément de la nature, un coucher ou un lever de soleil. Cet élément de la nature vient évoquer chez les spectateurs des émotions diverses. La réaction du public face à cette installation est surprenante. Certains contemplent ces phénomènes comme dans la nature, en se couchant par terre ou en s'endormant. D'autres viennent jouer directement avec les formes.
Mas 2 est un étrange paysage qui rappelle des dunes désertiques de couleur grise. En s'approchant de l'œuvre, on se rend compte qu'elle est constituée de milliers de microbilles recouvertes d'une fine couche de graphite. Surtout, il s'avère que cette installation est en mouvement. Sous les yeux du spectateur, surgissent alors des montagnes ou des vallées. Ces apparitions et disparitions évoquent le mouvement des plaques tectoniques en friction. L'artiste nous propose ici une vision inédite des métamorphoses de la vie sur Terre et nous montre que la création flirte en permanence avec la destruction. À travers cette œuvre, l'artiste souhaite faire écho à l'impact écologique de certaines activités humaines dont les conséquences seraient inévitables, voire destructrices. En méditant devant cette installation, on imagine alors un environnement stérile où les éléments naturels n'existeraient plus. Imaginez une humanité à venir qui serait amenée à reconstituer artificiellement des fragments d'éléments naturels pour nous rappeler de ce qui a été et de ce qui n'est plus. En découvrant cette étrangeté végétale en mouvement, comment ne pas se projeter dans cette probabilité ? Composée de 42 branches de plantes séchées et montée sur des tiges métalliques et autant de moteurs, cette œuvre évoque un paysage vivant. Connectée à un anémomètre situé au Minnesota qui recueille des données data en temps réel, cette installation permet de visualiser en France les conditions environnementales des fluides aux États-Unis. Telles des feuilles caressées par la brise, l'ensemble des branches bouge à l'unisson, se balance en fonction de l'intensité du vent capté outre-Atlantique. David Bowen crée ici une symphonie visuelle et sonore ondulatoire qui souhaite amener un caractère organique et poétique à cette œuvre post-numérique. Cette évocation du spectacle d'une nature reconstituée artificiellement fait froid dans le dos. En réaction, on repense à Olafur Eliasson qui s'engage dans une vision utopique de la fonction artistique, qu'il développe comme une sensibilisation auprès des publics à une pensée et à une démarche écologique. À travers ses œuvres, l'artiste souhaite que les visiteurs comprennent ce dont les phénomènes naturels sont capables, qu'ils saisissent comment la nature agit sur nous au quotidien et dans notre bien-être, afin de nous permettre de nous poser les bonnes questions sur les relations qui unissent intrinsèquement l'homme, la femme, à la nature, pour mieux la préserver.